Good morning, everybody, and welcome to this online meeting. My name is Ferdinando Nelli Feroci. I am the president of the Istituto Affari Internazionali, and I'm very pleased to open this webinar. Today, we will discuss the situation in the Sahel region, but also the challenges for the EU given the situation, consequence of the recent instability, recurrent crisis, and other more structural problems that affect the region. The meeting is part of a research project which is implemented by the Istituto Affari Internazionali with the support of the Foundation for European Progressive Studies and the Jean Jaurès Foundation. And it's meant to contribute with some ideas or initiatives that should help the European Union to promote peace and stability in the Sahel region. I would like, first of all, to thank Maria João, President of FEPS, not only for the support in the implementation of the project, but also for being with us today. I would like to thank, of course, Mrs. Emanuela Del Rey, EU Special Representative for the region, for the Sahel. She will intervene with a keynote speech at the beginning of the seminar. As we were saying a moment ago with Maria, this meeting is particularly timely given what happened in the region not too long ago. At the end of July, a military coup in Niger, and more recently, even though this is not strictly speaking part of the Sahel, another military coup in Gabon, have remembered us of the recurrent instability in the region. Unfortunately, this is a situation which is part of a series of critical factors that affect the situation in the region. So not only a sequence of military coup, we've had a coup in Burkina Faso, Chad, Mali, recently in Niger, but also Sudan, and as I said, Gabon. An intense activity conducted by militias, terrorist groups, which have a very serious impact on the security conditions of most of the countries of the region, the impact of climate change, rapid population growth, recurrent food and nutrition crisis, insufficient economic growth, widespread poverty, and other economic weaknesses that characterize the region. But also, on top of these structural problems, one has to remark a military and a strategic competition, multipolar strategic competition on the region and for the region between great powers, and the presence of foreign military troops, which not always have helped stabilize the situation. So these are all factors that characterize the situation in a region whose stability and prosperity are certainly in the interest of the European Union. And the reasons for these interests are quite clear and evident: to combat terrorism and jihadist groups, to prevent irregular migrations, to ensure stability in economic development in a region which is close to our borders, to the borders of the European Union. So this is why the European Union already in 2011 adopted an integrated strategy for the region. And this strategy has been updated on several occasions. The last update that I remember has been adopted by the Council with Council conclusion in 2021, in April 2021. So in all these documents, the European Union has solemnly reaffirmed
its commitment to develop in the region peace, security, stability, inclusive and sustainable development and economic growth. But unfortunately, the situation which is emerging in the region is challenging the European Union's ability and capability to intervene or operate in the region with effective results. And so this is why we have organized this meeting, this webinar, exactly with the idea to analyze the context in which the European strategy is being implemented, the challenges and opportunities for the European Union in the region in the present situation. By the way, in the hope that the military coup in Niger will not provide further divisions among Europeans, this has not been the case so far. And on top of that, of course, we have to remind that our, as Europeans, commitment to be present in the Sahel region is challenged by the multipolar competition, which I mentioned a moment ago, and particularly by Russia and China, which are trying to develop their presence in the region in a rather effective manner. So I would conclude simply wishing an interesting conversation and hoping also that from this webinar and from the project that we are implementing, new ideas, new suggestions will emerge that could help European Union to be more effective in the region. I like finally to thank Francesca Caruso. She has organized this seminar and she's also a protagonist of the research project. And also, of course, I'd like to thank all the panelists that will intervene in this seminar. Thank you again. Maria, the floor is yours. Ou à toi la parole, si tu veux. Grand merci Ferdinando, Nere Feroci. C'est un grand plaisir d'accueillir ce webinaire et ensuite de bien présenter le résultat d'un projet qu'on a mené ensemble et qui devient maintenant plus important que jamais, je dirais. Je tiens aussi à remercier les auteurs du rapport, les instituts engagés et les participants, les orateurs aujourd'hui, et aussi l'audience qui nous suit en ligne. Et je vais rappeler les points que nous, en tant que Fondation européenne progressiste, basée à Bruxelles, travaillons avec les institutions de l'Union européenne. Nous avons une tâche qui est toujours rappeler ce que doit être une approche progressiste quand on définit les politiques de l'Union européenne. C'est ça notre tâche. Et on le fait en écoutant les acteurs sur le terrain. C'est pourquoi ce séminaire est aussi très important pour nous. On veut vous écouter. Mais en tant qu'ouverture, j'aimerais souligner déjà quelques idées. Comme Ferdinand doit signaler, notre propos, c'est de mettre à jour, aider à mettre à jour la stratégie de l'Union européenne par rapport à cette région du Sahel. Et maintenant, ça devient vraiment important parce qu'on est dans un carrefour. J'ai 3 points là-dessus. Le premier, c'est de dire qu'il faut bien comprendre les tendances sous-jacentes à ce qui est en train de voir ce qui se passe dans cette région. Il faut essayer de bien comprendre les aspirations de la population, des citoyens de ces pays. Et à mon avis, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment la fin d'une période post-coloniale qui arrive vraiment à sa fin après un moment où, après les libérations, on a eu des États dictatoriaux. Ensuite, on a eu des démocraties, mais extrêmement fragiles et avec beaucoup de points de critique.
parce qu'on voit qu'on avait et on a des élites qui ne sont pas en train de vraiment porter des solutions pour le peuple, qui ont des situations de corruption et de usage par rapport aux ressources stratégiques de ces pays. Et maintenant, plus récemment, on a toute une séquence de coups militaires qui viennent en promettant la vraie démocratie, et c'est ça qu'on va voir. Et ça, ce sont les tendances sous-jacentes. Mais ensuite, on voit aussi que cette région est une région de concurrence aiguë entre plusieurs forces. Les forces djihadistes, les grands pouvoirs au niveau mondial, la Chine aussi, et la Russie, en jouant avec plusieurs instruments dans leur poche. Et ils sont aussi derrière toute cette dynamique politique qu'on regarde maintenant. Donc, en face de ça, à mon avis, cette région est dans un vrai carrefour. Et si on se demande quelle devait être alors la stratégie de l'Union européenne par rapport à cette situation, on sait bien que l'Union européenne a mis à jour récemment sa stratégie, mais il faut accepter qu'il faut la mettre à jour de nouveau. Et à mon avis, il faut que cette stratégie coupe d'une manière très claire avec toutes sortes de connotations coloniales ou post-coloniales. Le point de départ, c'est que l'Afrique est notre continent le plus proche avec lequel on doit établir un vrai partenariat à niveau égalitaire. Et il faut compter sur l'Afrique pour mener une vraie, réelle transition vers la démocratie pleine, représentative et participative, engageant aussi la société civile, très important. Il faut accepter que ces pays prennent en main le contrôle de leurs ressources et qu'ils puissent retrouver les conditions pour de vraies stratégies de développement à un moment critique où, je termine avec ça, on aura dans 2 semaines le sommet mondial pour le développement durable et il faut prendre des décisions historiques pour donner une vraie chance à tous les pays et notamment les pays africains pour mener cet agenda du développement durable vraiment sur le terrain et améliorer les conditions de vie du peuple. À mon avis, ça c'est la préoccupation que les forces progressistes européennes devraient soutenir. Mais cela dit, bon, c'est juste mon introduction. Je suis très curieuse d'écouter tous les autres orateurs et en commençant par Emmanuelle Del Rey, qui est la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Merci bien, Emmanuelle, d'être avec nous et on vous écoute avec toute attention et ensuite le panel qu'on va avoir. Grand merci de nouveau. Alors, merci beaucoup. Je vais parler en anglais et lentement pour, pour la traduction, bien sûr. Thank you very much for this introduction. I think it's quite well made in the sense that it points out two of the most important elements in the actual situation in the Sahel, meaning the fact that we have not so far really understood or listened to the aspirations of, especially of the new generations that are asking for what I call an acceleration of history. They actually would like to see results coming more quickly and especially more effectively. Not only from the respective governments or juntas who are now in power,
but in general also by the partners, because of course we are partners and they expect us to understand their demands and especially give contemporary responses to their contemporary demands. Of course, I have to say, I would to start with this, the European Union is the main partner of each country of the Sahel. The Sahel intended according to the map that the European Union has designed, which is the 5 countries of the corresponding also to the G5 in political terms. In this sense, we are the main partner because we give more money, because we are always by the side of the population. We are present with a very consistent number of initiatives of course, development cooperation, but also military support, training for the military, and many other different activities that make us, I repeat, the main partner of each country of the Sahel. This is very important because we have obtained very significant results in the last few years. And despite there are very complex political situations in 4 of the 5 countries of the Sahel at the moment, nevertheless, we remain an important interlocutor, fundamental interlocutor, a thing that is recognized also by, for instance, the junta of Burkina Faso and the junta of Mali. Considering that despite the coup d'etat in Mali, despite the second coup d'etat, recent coup d'etat, which sees the junta currently in power, and despite the departure of the mission Barkhane, the suspension of all our missions, we as European Union remain by the side of the population with a very consistent humanitarian aid, as we do everywhere. And also, of course, with the innumerable projects for development cooperation that amount to something like 900 more or less million of euros. So you understand that whatever happens, the European Union is there. Whatever happens, the countries of the Sahel know that the European Union is the main partner. And of course, this counts a lot, despite the competition that was mentioned with other international actors, such as Russia or China. But I have to underline the fact that Russia and China are in the region since decades, not since yesterday morning. What has changed, especially since the war in Ukraine, is the general, let's say, atmosphere at political level and the significance of the actions on the territories. Because otherwise, Russia was there since long time ago, as well as China. Going to the issue of the coup d'etat. Are they all the same? Absolutely not. They are very different. They are to be considered in their own specificity. I have to tell you that even ECOWAS, with which I am constantly in contact, makes a difference between the coup d'etat in Burkina Faso, the coup d'etat in Mali, the coup d'etat in Niger, the coup d'etat in other places. Why do I want to say this? Why do I underline this particular aspect? Because the problem is really in the methodology. What is lacking is the ability to understand that instead of recurring to a coup d'etat, there are many other ways of changing the situation in several countries, such as the ones I have just listed. There are other ways. There are, for instance, in our countries, we have a tradition of using elections to change governments or to change situations. Since the time in which we became democratic, because many of our countries have experienced undemocratic systems. But nevertheless, at the moment, we recur to change of government through elections, which is the ambition also of the countries of the Sahel. But there are many elements that, unfortunately, constitute an obstacle to the realization of this normal procedure that would guarantee at the same time the opportunity for change while avoiding a coup d'etat that would cause consequences like the ones we have seen in the region. So even ECOWAS asks us very often, what can we do to end this this continuous series of coup d'etat in the continent? How can we make sure that a new system
of governance is implemented that becomes let's say, the normal way of approaching political problems. This is a huge issue to reflect upon, because, as I said, each country has got, in which there has been a coup d'etat, has got a different situation. The situations are very varied and depend on many different motivations, but at the same time, the result is the same, a coup d'etat that creates huge problems. In the case of Niger recently, for me, it was a very sad summer, I have to tell you, because I know the country very well, and I found the situation really sad, apart from being tragic for the consequences. But just to tell you, the consequences are that we suspended our support, especially the budget support. We suspended our activities. We are guaranteeing humanitarian aid, of course, because we cannot accept that the population pays the highest price. But nevertheless, the situation is absolutely disastrous at all levels. Of course, I can say that we are working on this element, especially for as regards the methodology applied by those who want to change something in their own countries. This is why the European Union strategy for the Sahel is inspired by a fundamental political principle, which is governance, which is shared by all the countries of the Sahel, because they all say that there is a need to create a new system of governance that can guarantee, first of all, access to basic services for the population, and also, of course, a system of governance that would allow eventual changes without recurring to acts of force, and also, of course, to coup d'etat that change the scenarios completely. So this is what I would like to say regarding the coup d'etat. The coup d'etat in Niger is very, I know the situation very well, having been working in the region for many, many years, and knowing every single leader before the coup and after the coup in various countries, and also being in constant contact, of course, with civil society, which is an important actor, but let me say an actor without a voice, because it's very difficult for civil society to be heard. And when it is given an opportunity, often it is given an opportunity by actors that manipulate their will to express themselves. So this is the latest danger that is really affecting the region, especially as regards disinformation strategies, which are very, very serious. So as you can understand, I would say that, for instance, the coup d'etat in Niger is different from the coup d'etat in Gabon recently. You know that Gabon, they recurred to the coup d'etat because the leader was in power since many decades. In Niger, it was a very internal issue and completely different. And this is why it has been perceived as even more tragic, also because Niger at the moment was the country that represented the best example of partnership on an equal basis, for instance, for the European Union. We were working together. The country was very cooperative since a long time. When I was Vice Minister of Foreign Affairs of Italy, I decided to reintegrate Niger as a priority country for our development cooperation, because the cooperation was very, very positive, and we were obtaining very good results. At the moment, Niger was attracting the attention of many international partners. There were visits at high level from everywhere. I myself organized and accompanied Josep Borrell, who is our High Representative at the European Union, for a visit that took place at the beginning of July. In that visit, we inaugurated a power plant, a new electric power plant with 56,000 solar panels, which was financed by the European Union with the French Agency for Development. So as you can see, the dynamics were so lively and so productive,
so fruitful that to see all of this collapse because a bunch of military, for their own personal interest, decided to change completely the scenario is incredibly tragic for all of us. But this is one example, because as I said, the situation is different in Burkina Faso and is different in Mali. We also say that there was a coup d'etat in Chad. I wouldn't say the same. Terminology can be changed, but in fact, also in Chad, unfortunately, we have several problems. Regarding, because time is running, and I still have 4 minutes, I would like to say that when we talk about international partners, actors, of course, we think about Russia, because Russia was able to send to Mali the famous, notorious actually, Wagner Group, and this changed a lot the attitude of the European Union towards the country. Unfortunately, that was a choice made by the new junta of Mali, and I myself told President Goïta that it would have been a red line for the European Union. Since then, everything has changed, but I can tell you that Wagner didn't go to Burkina Faso and most probably will not go to Niger, meaning that most probably we are still in time. We're still able to change the situation and make sure that the European Union, with all its member states, remains the main partner, and that we can return to a constitutional order. This is the ambition of ECOWAS, for instance. ECOWAS is insisting on that, and of course, the European Union is very much supporting the ECOWAS in all its actions, because we know that as a regional organization is the organization that has most credibility and most influence at political level, especially on the region. What can I say regarding our strategy? Our strategy to be revised. Well, actually, I think that not much should be revised, because the principles are there and they are applicable after 2 years still to the region. There is a trend at the moment of revising, but what I honestly think is that we have to act instead of just revise, because revise, I don't know in what sense. What we have to do is certainly listen more to civil society, give more opportunity, for instance, to institutional structures of democracy to develop. I insist very much on party building, for instance. What we have to do is to be able to pass from the, let's say, the fact that we are always obliged to respond to emergency, and of course this is detrimental as regards development cooperation, and ensure that security is reinstated. Because, for instance, in Burkina Faso, the emergency at security level is so high, with more than 2 million IDPs, internal displaced persons, that we are always busy in trying to help the country to face these emergencies, especially at humanitarian level. And of course, we have to concentrate more on this rather than on development cooperation, which would be instead, of course, the best solution. So we have a lot of very complex nuances. Another very important element on which also ECOWAS is reflecting is the fact that democracies that have to be contextualized. I always talk about contextualized democracies. This is why Mali is different from Burkina Faso and is different from other countries, because we have different situations. We have an immense amount of populations that are in dialogue at the moment. We have in Mali, for instance, the famous Algiers Agreement, on which we are all working very much, which implies a lot of discussions, and of course the establishment of peace between different groups. There are so many different elements that make me always talk about contextualized democracy. One challenge for the future, and of course I could go on for a long time, is certainly the anti-French and anti-Western sentiment. I have to say that I followed very closely the recent BRICS meeting,
And we all know that BRICS has accepted in the club Iran, Saudi Arabia, Emirates, which makes the club quite interesting in its composition. And of course, regarding the anti-French and anti-Western sentiment raises a lot of issues. Anti-French, Maria actually mentioned the colonialism and the fact that we need to put an end to certain practices. That can be debated. Nevertheless, consider that the French remains a very fundamental partner for the countries of the Sahel in terms of money and investments, and also the fact that culturally there is a very strong tie. Of course, we can debate on many aspects of this relationship, but concentrating on the more generalized anti-Western sentiment, I can say that it is in some ways manipulated because, especially since the war in Ukraine. In other cases, it's a way of concentrating on a common enemy that represents, of course, for minorities, not for the generalized public opinion, a way of expressing themselves where there are no other ways of expressing themselves. It is very dangerous because we have had attacks to our embassies, we have had demonstrations of real hostility. Nevertheless, as I said, this is balanced by the fact that we remain the main partner of each country of the Sahel, and populations, especially at local level, know this. We have to work together to change this perception, because of course the West has no intention of imposing itself and its policies, and our partnership is the result of discussions that are made on an equal basis together. But it is true that we are still far away from really allowing Africa to be part of the global debate. I always insist in saying that the African leaders must sit at our decisional tables, not only discuss things with us on a single member state basis or with institutions. They have to sit with us and, of course, take decisions with us. But this will come because this is a moment of great changes. I conclude by saying that regarding the recent coup d'etat in Niger, I have never seen so much attention from all partners as there has been this summer. I myself am fully engaged because I have a very, very significant and I'm honored diplomatic role in this sense. And I can say that we have been discussing the issue every single day with an interlocution at global level every single day, 24 hours a day. Tomorrow we have a new PSC, Political and Security Committee in Brussels, in which Sahel will again be discussed. And of course, this is a sign, a very important sign of the fact that the 27 member states continue to say that despite the various coup d'etat and the immense problems, we continue to be engaged and must remain engaged in the Sahel, because we know very well that every single action that takes place in the Sahel has an impact on Europe. There is a sense of reciprocity and also of a common destiny. I think that this is a very good result, and I have to tell you that I sleep better since when the 27 member states said we have to remain engaged in the Sahel. And I tell you that in the past, there have been nights in which I didn't sleep because I was too worried of the results of this situation in the region. Thank you very much. Merci beaucoup, Emmanuela Derré, représentante spéciale pour l'Union européenne, de l'Union européenne pour le Sahel. Bonjour à tous. Je crois que maintenant le panel peut commencer de ce webinaire. Tout d'abord, je me présente. Je suis Francesca Caruso et je travaille en tant que chercheuse pour l'Institut Affaires internationales dans le programme Afrique, Méditerranée et Moyen-Orient. En particulier, au sein de ce projet, je l'ai coordonné et j'ai été aussi parmi les auteurs
du premier paper qui a été publié pour ce qui concerne le rapport entre l'Union européenne et le Sahel d'un point de vue de la paix et de la sécurité. Un autre paper va être publié dans les prochains jours qui affrontera les questions humanitaires et à la suite de ce webinaire, on publiera aussi des recommandations qui, comme vient de le dire Maria Joao Rodrigues, présidente de la FEBS, nous souhaitons de manière progressive de formuler des recommandations qui puissent rendre l'Union européenne plus effective dans la région du Sahel. Alors, je remercie aussi beaucoup Ferdinando Nelli Feroci. J'ai déjà nommé la présidente de la FEBS et surtout, je remercie beaucoup Emanuela Derré pour être ici et aussi nos deux speakers qui nous rejoignent ici. On a ici avec nous Boubacar Ba qui nous rejoint du Mali, de Bamako, et Sibiri Janzoundi. Alors, afin d'introduire ce panel, je voudrais tout d'abord vous expliquer le contexte dans lequel on a décidé de travailler sur ce thème. Beaucoup d'éléments ont été déjà nommés. Alors, par exemple, si je devrais rappeler ce que Emanuela Derré vient de dire, il y a des challenges, parmi lesquels celui que l'on n'a pas encore compris, comment répondre à la volonté des jeunes, surtout de la région, d'accélérer l'histoire. En outre, l'Union européenne reste dans ce contexte, même s'il y a une compétition multipolaire qui augmente de manière progressive, comme vient de l'affirmer Emanuela Derré, l'Union européenne reste un des partenaires principaux, le partenaire principal, surtout sur les questions humanitaires de la région. On a vu dernièrement une vague de coups d'État qui sont partis du Mali, du Niger, le Burkina Faso. La semaine dernière, on a vu que cette dynamique a eu des perturbations aussi au Gabon. Mais comme vient de le dire Emanuela Derré, est-ce qu'il faut les considérer de manière différente? Est-ce que le coup d'État du Mali est différent de celui du Niger et du Burkina Faso? On va essayer d'y répondre avec le professeur Boubacar Ba. La dernière chose qu'il est important aussi de souligner dans ce contexte, c'est que dans ce contexte de crise de la gouvernance, de crise de la sécurité, de crise de la sécurité humanitaire et de progressive compétition multipolaire, on a vu malheureusement un affaiblissement de la capacité des organisations régionales ou de résoudre ou aussi de prévenir les crises de démocratie et de gouvernance et de sécurité et même de humanitaire. Donc, disons que le contexte dans lequel on a décidé de développer ce projet de recherche était celui aussi dans lequel l'Union européenne avait affirmé, confirmé la volonté d'être engagée dans la région. Cependant, en 2021, lorsque l'Union européenne a réaffirmé sa volonté d'être engagée dans la région, il y avait une toute petite, disons, une nouveauté dans sa stratégie. La nouveauté, c'était celle de se concentrer non seulement sur les questions sécuritaires, comme peut-être elle avait été critiquée d'avoir fait dans le passé, mais de se concentrer surtout sur les questions de gouvernance, de droits humains, et même de l'amélioration des institutions juridiques. Cependant, ce travail devait être fait en partenariat avec les gouvernements locaux. Cependant, évidemment, les coups d'État ont mis en crise cette possibilité de partenariat entre l'Union européenne et les gouvernements locaux. Je voudrais dire la dernière chose, un autre élément qui nous a poussé à se concentrer sur ce thème, c'est celui que aujourd'hui nous l'on considère que le Sahel peut être considéré comme une épreuve décisive pour les relations non seulement entre l'Union européenne et les pays du Sahel, mais entre l'Union européenne et d'autres pays de l'Afrique. L'Union européenne, je dis ici en tant qu'acteur global. Pourquoi? Parce qu'en effet, beaucoup des dynamiques que l'on a vues récemment dans le Sahel se sont manifestées aussi dans d'autres pays de l'Afrique, comme par exemple l'Éthiopie,
on a nominé le sommet des BRICS. L'Éthiopie est l'un des 6 pays qui rentrent dans les BRICS et qui est considéré historiquement comme un partenaire stratégique de l'Union européenne, mais on l'a vu aussi dans la République centrafricaine et la semaine dernière au Gabon. Donc, l'objectif de ce webinaire est donc d'analyser le contexte dans lequel l'UE tente de mettre en œuvre sa stratégie régionale 2020 en examinant les défis et les opportunités que le nouveau contexte régional offre à l'Europe, surtout après ce qui s'est passé au Niger. Pour commencer, je voudrais donner la parole au professeur Boubacar Ba, qui nous rejoint aujourd'hui du Mali, comme je vous ai dit dans l'introduction. Le professeur Ba, chercheur auprès du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, ONG Éveil, est un juriste et diplômé en droit de l'École nationale d'administration de Bamako. Il a travaillé comme expert en résolution de conflits, en gestion de projets d'armes légères et en gouvernance locale au Mali avec le PNUD. Il est également consultant pour plusieurs organisations internationales et écrit des livres et des articles sur les questions de développement, de gouvernance et de justice au Mali. Alors, professeur Ba, bienvenue, merci d'être ici avec nous. Les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont traditionnellement été surtout justifiés par les militaires, par le fait que les gouvernements en place n'étaient pas dans la mesure de répondre aux défis sécuritaires. Cela a engendré aussi des remises en question des présences militaires étrangères et alliances avec des nouveaux partenaires comme la société privée russe Wagner. Quelle est donc, selon vous, la situation sécuritaire au niveau régional et comment, surtout, la situation de sécurité a eu un impact sur la gouvernance? Merci. Merci beaucoup, chère collègue Francesca. Et je salue Madame Emmanuelle Dellery, que je retrouve pour la 2e ou 3e fois dans ce genre de débat, et toute l'équipe qui est devant moi. Je n'ai pas la prétention de vouloir aujourd'hui donner toute la mesure de la complexité de cette crise sécuritaire au Sahel, mais je vais tenter à la lumière de ma compréhension, à la lumière aussi de la modestie de mes analyses, et vous donner quelques éléments de réflexion stratégique et voir à la lumière de ces questions stratégiques quels sont les éléments de proposition peut-être opérationnels qu'on peut développer et, au regard de cette évolution. Dans un premier temps, et vous m'avez demandé de parler du contexte sécuritaire et de la gouvernance aujourd'hui dans la région. Il faudrait aller quand même sur 3 étapes. La première étape, c'est la crise de 2012 au Mali et son évolution et sa grandeur nature qui s'est élargie dans le Sahel. Et l'intervention de Serval qui est passée par Barkhane et Takuba. Et à la lumière de cette question, il faut reconnaître que nous sommes en face de groupes insurrectionnels variés qui prennent les sources depuis le Moyen-Orient. Et les événements du 11 septembre 2001 ont permis de créer une guerre contre le terrorisme. On ne peut pas du tout oublier cette évolution et aussi prendre en compte aussi la guerre civile algérienne des années 90 et l'indépendance du Sud du Soudan comme des causes profondes. Donc, en prenant l'indépendance du Sud du Soudan qui a montré aujourd'hui qu'on peut trouver des micro-États. Si vous prenez l'action de l'Union soviétique en Afghanistan vers la fin des années 80, vous prenez les événements du 11 septembre, nous nous retrouvons dans un contexte mondial où il y a des groupes armés comme AQMI, comme l'État islamique qui se sont incrustés et qui ont évolué pour arriver dans le Sahel. Donc, dans un premier temps, moi, ce que j'appelle la sécuro-dépendance du Sahel. Donc, la communauté internationale a créé une sécuro-dépendance avec l'intervention de la France au Mali en 2012 et Barkhane et Takuba. Donc, première situation, sécuro-dépendance du Sahel avec son impact sur les États. Deuxième élément, c'est les mutations des coups d'État.
Et je pense que le Mali, et c'est l'évolution de la situation, la gravité de la situation du régime d'Ibeka avec cette situation de non-guerre et de paix, et cette situation où l'armée malienne s'est engagée fortement, mais n'a pas eu de solution, qui a engendré ce coup d'État de 2012, pardon, de 2020, et ce deuxième coup d'État de 2021, qui a eu des conséquences, parce que le Burkina Faso aussi était dans la même situation, et récemment, nous voyons aussi le Niger. Donc, le deuxième élément, c'est l'échec de la guerre contre-insurrectionnelle. Pour moi, l'échec de la guerre contre-institutionnelle, c'est quoi? C'est que la France, avec Serval, a utilisé des experts militaires, c'est-à-dire des stratèges militaires en France, très connus. Face aux stratèges politiques, la France s'est retrouvée dans un dilemme. Comment mettre en cause une stratégie contre-institutionnelle dans une région où l'expérience de guerre n'est pas aussi pertinente? Parce que les expériences de guerre contre-institutionnelle passées, c'est la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Donc là-dessus, c'est vraiment la faillite de cette contre-insurrection qui est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est l'organisation des groupes djihadistes. Les groupes djihadistes, aujourd'hui, ont créé deux grands mouvements depuis le Moyen-Orient, avec AQMI d'un côté et sa filiale JNIM, et les groupes comme la Katiba Massina et Ansar al-Islam. Le deuxième groupe, Daesh, l'État islamique dans le Grand Sahara, et ses filiales Dawlat al-Islamiyya, jusqu'à la base dans le Sahel. Donc, dans cette configuration de l'éclatement des groupes, nous avons deux grandes entités. Nous avons le califat pastoral, qui va de Tillabéri au Niger, en passant par le Sahel burkinabé, autour des provinces de Gorom Gorom, de Loudalan, du Seno et de Yaga, jusqu'aux abords de Menaka et de Gao. Là, franchement, ce califat s'est installé, il est organisé et sa base, c'est Bani Bangou au Niger. Et c'est là où vous allez être surpris, parce que le Niger pensait que cette guerre insurrectionnelle, sa base était le Mali. La base de la crise sécuritaire au Mali, mais la base de l'État islamique, les grands tenants de l'État islamique se trouvent dans la zone de Tillabéri. Donc, le premier problème posé dans ces groupes djihadistes, c'est la question des califats et des émirats. Je parle de l'émirat de la Katiba Massina en Sardine et de l'émirat d'Ansarul Islam, et la Katiba Massina qui va de la boucle du Niger jusqu'au Gourma central. Donc, nous avons une configuration de guerre insurrectionnelle et de réponse contre-insurrectionnelle inadaptée. Voilà la configuration. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mali, je dis bien aujourd'hui dans une situation où l'accord de paix est en difficulté, où la MINUSMA se retire progressivement jusqu'en décembre avec l'abandon des bases militaires, où le Mali a occupé la base des Bers, où aujourd'hui, il y a une tension entre le gouvernement et la coordination des mouvements armés qui aujourd'hui a le soutien des groupes djihadistes qui entend aujourd'hui s'engager dans une guerre contre le Mali. Donc la situation du Mali, c'est que le pays est en difficulté du point de vue stratégique parce qu'elle n'a jamais pu contrôler les territoires, des pans entiers sont contrôlés par des djihadistes. Elle a amené des groupes paramilitaires russes qui n'ont pas pu aujourd'hui vaincre ces groupes armés. Ils ont tenté ce qu'ils ont appelé la montée en puissance, mais cette stratégie a des limites. Troisièmement, nous avons vu aujourd'hui aussi qu'au Mali, le groupe Wagner s'est engagé dans des contextes de violence tellement graves que le rapport de Moura, qui a été fait par les Nations Unies, et sur la situation de mars 2022, a provoqué des morts, a provoqué des violences, a provoqué des massacres d'une grande ampleur, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le gouvernement malien veut chasser la MINUSMA. C'est parce que la MINUSMA paye le prix de ce rapport de Moura, et même si la MINUSMA aussi, d'un point de vue sécuritaire, est beaucoup plus préoccupée pour se sécuriser que de contrôler les territoires maliens. Et enfin, quand vous prenez ces défis et dynamiques, vous allez voir que des rébellions multiples, des insurrections multiples ont engendré aujourd'hui des coups d'État. Mais quelle est la caractéristique de ces coups d'État? Le coup d'État malien est considéré comme l'échec de la gestion de la crise sécuritaire. Le coup d'État du Burkina
est considéré comme l'échec de la gestion des sécuritaires avec des accommodations mal adaptées. Mais le coup d'État du Niger ne peut pas être considéré parce que pour moi, avant l'arrivée de Bazoum, nous avons vu des situations sécuritaires complexes. En 2018, lorsque la base de Inates dans la zone de Tillabéri a été attaquée et détruite, lorsque la base de Chinagodar a été détruite, lorsque au Mali, on a détruit la base de Ndeliman, lorsque au Burkina Faso, on a détruit toutes les bases dans la zone de la région du Sahel. Donc aujourd'hui, au Niger, le président Bazoum, à mon avis, il a quand même créé des conditions de dialogue, de réorganisation de l'armée où le Niger contrôle une grande partie de ses frontières. Donc le coup d'État du Niger est pour moi lié à des préoccupations de gouvernance politique, à des préoccupations d'enjeux de développement et d'enjeux économiques complexes, d'exploitation des ressources, et surtout de questions géopolitiques. L'arrivée de la France, les prétentions de certaines puissances, l'arrivée de la Russie dans la sous-région avec le Mali, la Centrafrique et peut-être le Burkina ont créé une situation de bouleversement géopolitique où la France est face aujourd'hui à la Russie, où l'Union européenne aujourd'hui est face à la Chine, où aujourd'hui nous avons une nouvelle vision de l'occupation spatiale sahélienne, où la notion du Sahel même reste une question difficile à comprendre, difficile à déchiffrer. Donc face à tous ces enjeux, Francesco, je pense que l'avenir de la sous-région va être difficile et nous pouvons intituler un ouvrage Le Sahel, les années troubles à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, je dis bien en termes de conclusion, l'analyse que nous aurons à faire avec trois dimensions, la dimension européenne et sa stratégie qui a été adoptée, mais qui n'arrive pas du tout à s'adapter au contexte mouvant sécuritaire sahélien, parce qu'elle a été adoptée en 2021 et en 2022-2023, nous sommes face à des coups d'État complexes. Comment articuler cette stratégie dans un tel contexte? Deuxièmement, l'arrivée de Wagner, les prétentions de Wagner et de la Russie, et aujourd'hui de la mort de Prigojine, quelle va être la nouvelle prédisposition de la Russie? Va-t-on voir intégrer Wagner dans le système russe? Là-dessus, créer des contextes de gouvernance avec les États? Ou bien nous allons toujours assister à cette influence de la Russie qui va s'élargir dans d'autres pays? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est aujourd'hui la position de la France dans un contexte de remise en cause de la vision politique et même de la vision sécuritaire de la France. Là, j'explique tout récemment dans mon interview et dans ma note sur la contre-insurrection, sur la base de mes réflexions récentes, je pense qu'aujourd'hui, la France est face à ce qu'on appelle la crise contre-insurrectionnelle, la gestion de la stratégie de la crise contre-insurrectionnelle. Je pense que c'est la difficulté aujourd'hui pour les politiques, les stratèges politiques et les stratèges militaires français. Donc voilà ce que je voudrais vous dire en quelques mots. Je pense que je suis dans les limites du temps. Je suis prêt à discuter avec vous et à apporter des éclairages beaucoup plus en profondeur parce que ce que je dis n'est que ma vérité et personne n'a la vérité en tant que telle. Chacun n'est que sa perception de la vérité. Et dans ce cadre, Ampateba nous a bien expliqué qu'il n'y a pas de vérité et vraiment pour tout le monde. Il n'y a qu'une vérité pour chacun. Donc, Francesca, voilà mon introduction et mes réflexions et ma conclusion par rapport à cette analyse. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ba. Merci vraiment pour votre intervention. Vous avez touché beaucoup de thèmes importants, surtout l'origine de la crise 2012, le Mali, mais vous avez aussi nommé la guerre civile algérienne, aussi l'impact que la crise du Darfour a eu sur la région. Et cela est particulièrement intéressant parce qu'on sait que même aujourd'hui, il y a une crise au Soudan qui est en train d'avoir un impact très fort sur certains pays du Sahel, en particulier sur le Tchad, surtout d'un point de vue humanitaire. Merci aussi pour avoir posé
disons, les trois problématiques auxquelles il faudrait réfléchir, comme celle de la dimension européenne, comment la dimension européenne peut s'adapter à un contexte en mouvement, comme vous l'avez défini, mais aussi la problématique de Wagner, surtout suite à la mort de Prigojine, quel va être l'impact, surtout sur la présence de la Russie en Afrique, et évidemment la problématique de la position de la France. Il sera intéressant par la suite de comprendre quel est l'impact de cette position sur la politique de l'Union européenne. Mais on aura un peu de temps après pour les questions et continuer la discussion avec vous. Avant donc de donner la parole aux autres participants, je voudrais donner la parole à notre autre speaker qui est Monsieur Sibiri Jean Zoundi, directeur ad intérim du secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Zoundi a intégré l'organisation en 2006. De 2006 à 2014, il a assumé les fonctions de chef d'unité chargée de la gouvernance régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et de 2015 à aujourd'hui, il fut directeur adjoint du secrétariat, cumulativement avec ses fonctions de chef d'unité avant de devenir directeur ad intérim depuis juin 2023. De nationalité burkinabé avant de devenir directeur excusez-moi, de nationalité burkinabé, Monsieur Zoundi est titulaire d'un diplôme d'ingénieur du développement rural, d'un master en écologie tropicale et d'un doctorat en sciences biologiques appliquées. Il est auteur et co-auteur d'une 50aine d'articles scientifiques et de 3 ouvrages sur divers enjeux de développement rural et agricole en Afrique subsaharienne. Alors, Monsieur Zoundi, on sait que dans la stratégie 2021 de l'Union européenne pour le Sahel, la sécurité alimentaire figurait parmi les principales priorités stratégiques de l'Union européenne, au même titre que la sécurité, la gouvernance et les politiques de développement. Or, la stratégie s'articulait autour de 2 principes. Le Triple Nexus, humanitaire, développement et paix, et une approche transactionnelle avec les pays bénéficiaires de l'aide humanitaire. L'idée était en effet celle que la Commission européenne ne faisait plus du développement, mais mettait en œuvre un partenariat international avec les pays bénéficiaires. Pourtant, depuis 2021, les coûts militaires, la crise sécuritaire, les défis politiques ont mis à l'épreuve la stratégie de l'Union européenne, même pour ce qui concerne la réponse aux défis humanitaires. En outre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a exacerbé la crise alimentaire en Afrique et parmi les régions les plus touchées, on a eu le Sahel. Donc, selon votre expertise, je voudrais vous demander quelle analyse faites-vous des défis humanitaires et alimentaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et quel levier devrait être actionné pour changer durablement la donne. Je sais que M. Zoundi voudrait partager avec nous des slides. Donc, allez-y. Merci. Merci beaucoup, Francesca. Et merci de m'avoir donné l'opportunité, effectivement, de partager quelques appréciations sur les défis humanitaires et alimentaires au niveau de cet espace Sahel et Afrique de l'Ouest. Et en rapport avec les questions que vous m'avez posées, je vais articuler ma contribution autour de 2 points. D'abord, un panorama des défis et par la suite, se poser des questions sur les leviers possibles sur lesquels il faut actionner. Et concernant les défis, nous ne sommes pas face à un seul problème simple. Et comme on peut l'imaginer, je dirais que la région fait face à une conjonction de fragilité et de crises alimentaires, socio-économiques, climatiques et environnementales, sécuritaires et plus globalement de gouvernance, comme on venait de parler tantôt.
Et ces fragilités-là reposent sur des substrats structurels dont on n'en parle pas souvent, et notamment le basculement démographique. Dans les 20 prochaines années, la population de la région va augmenter de 250 millions de personnes et franchira la barre des 700 millions d'habitants. Et la majorité sera urbaine. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela comporte d'énormes implications et en termes de fourniture de services de base, santé, eau, hygiène, éducation, infrastructures socio-économiques, etc. Sur la question alimentaire, dans les années 1950, 10 producteurs agricoles devaient satisfaire la demande d'un consommateur urbain non producteur agricole. Mais d'ici les années 2030, un producteur de la région devrait être en mesure de répondre à la demande alimentaire de 2 consommateurs urbains non producteurs agricoles. Ces transformations irréversibles mettent sous pression les systèmes alimentaires, avec en arrière la question pendante qui est là, qui est de savoir comment nourrir sainement et de manière durable. À ces besoins de base s'y ajoutent les défis majeurs, et j'insiste là-dessus, d'une jeunesse en perte de repères par manque d'emploi et d'avenir, et surtout avec des réclamations fortes en matière de refondation de la gouvernance étatique. Je pense que, comme nous pouvons le constater, et au-delà, bien sûr, des effets médiatisés des violences sécuritaires, c'est plutôt à travers ce cocktail de crise et de fragilité, c'est plutôt ce cocktail-là qui donne une meilleure lecture de la réalité des défis de la région actuellement. Mais à l'évidence, les crises ou les violences sécuritaires augmentent l'amplitude de ces crises-là, notamment celles alimentaires et humanitaires. Elles mettent surtout à rude épreuve les plans budgétaires des États et compromettent en tout cas le gain d'années de développement, d'efforts de développement consentis par les pays avec le soutien de leurs partenaires comme l'Union européenne. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les événements violents et le nombre de victimes ne font qu'augmenter. Dans le Sahel central, par exemple, d'une moyenne de 426 événements violents et de 1282 victimes pendant la période 2015-2019, on est passé pratiquement à 2055 événements violents et une moyenne de 5845 victimes pendant la période 2020-2022. La violence est essentiellement frontalière, à moins de 100 km de frontières, et les violences à l'encontre des civils ne fait qu'augmenter. Elle a augmenté de 500% depuis 2016. Cette situation amplifie les conséquences humanitaires. La région enregistrait en avril dernier près de 7,5 millions de personnes déplacées internes, dont 3 millions au Nigeria et plus de 2 millions au Burkina Faso. Un zoom d'ailleurs sur le Burkina Faso permet d'illustrer l'ampleur de ce drame humanitaire. Entre, par exemple, 2019 et 2023, l'effectif des écoles fermées a triplé et celui des centres de santé a presque quadruplé, affectant près d'1 million d'écoliers et environ 3,5 millions de personnes privées d'accès à des soins de santé. Depuis
pratiquement près d'une dizaine d'années. Ces violences ne font qu'aggraver les crises alimentaires et nutritionnelles. Entre 2019 et 2023, comme vous le voyez ici, le nombre de personnes en besoin d'assistance alimentaire et nutritionnelle a pratiquement quadruplé, passant de 10,7 millions de personnes à 42,5 millions de personnes. Pour résumer, environ 10 personnes sur 100 souffrent des crises de la faim et de la malnutrition actuellement, contre 4 en 2019. Ces tendances négatives inquiètent, et surtout dans un contexte de tension budgétaire au niveau des pays, mais aussi dans un contexte de fragilisation et des moyens d'existence des populations confrontées à différents chocs. Les effets résiduels de Covid, les effets résiduels également de la crise en Ukraine, les pertes de moyens de production et le dysfonctionnement des économies locales engendrées par la crise sécuritaire, etc. Sur quel levier actionner pour changer et inverser ces tendances négatives? Évidemment, je pense que le fil rouge de la démarche devait s'articuler autour de deux éléments, deux principes. Pour moi, le premier principe, c'est de gérer efficacement l'urgence, parce qu'on ne peut pas totalement l'éviter, mais tout en gardant la priorité sur les réponses s'attaquant aux causes sous-jacentes des problèmes. Et le deuxième principe, c'est d'être en mesure de délivrer des réponses plurielles. Il n'y a plus une solution unique. Et cela au regard de la nature multifactorielle et interconnectée des défis. D'où la pertinence, comme on venait de le dire tout à l'heure, des approches humanitaires, développement et paix. Pour terminer, j'insisterai sur deux leviers. Et le premier concerne le soutien au renforcement de la gouvernance à deux niveaux. Il y a d'abord la gouvernance alimentaire, et il s'agit de renforcer les efforts que déploie la région depuis pratiquement une quarantaine d'années autour du réseau de prévention des crises alimentaires et visant à se doter d'instruments pour mieux prévenir, anticiper et gérer efficacement les crises. Et il s'agit également et surtout d'accompagner la région à renforcer les bases de la résilience et de la durabilité des systèmes alimentaires au niveau de la région, y compris, bien sûr, à travers des mesures audacieuses de la part des États pour combler le gap financier. Le potentiel de l'économie alimentaire de la région est énorme et celle-ci pèsera d'ici 2030 480 milliards de dollars US et offrira 131 millions d'emplois, soit 60% de la population active. Voilà un gisement énorme sur lequel on peut actionner. Plusieurs partenaires, dont l'UE, s'investissent déjà aux côtés des acteurs de la région en faveur de cette gouvernance alimentaire. L'autre dimension du problème est la plus délicate qui a été abordée par Mme Delray, qui a été abordée par M. Ba, concerne la gouvernance étatique. Plusieurs analyses, y compris les concertations sahéliennes conduites par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en 2021, soulignent le besoin d'accompagner les pays
dans leurs efforts de refondation de la gouvernance étatique, notamment en connectant davantage les décisions politiques avec la vie des citoyens, en replaçant le local au centre de l'action publique et de la gouvernance des territoires, et surtout en le systématisant désormais dans les moules de fabrique des politiques publiques et des règles nationales, et plus globalement en s'engageant résolument dans une logique de co-construction des politiques publiques avec les acteurs locaux, y compris les acteurs de la société civile dont venait de parler Mme Delray. Le deuxième levier concerne le renforcement des fondations de l'intégration régionale. Les défis auxquels les pays de la région font face, alimentaires, économiques, sécuritaires, sont par nature transnationales, ne connaissent pas de frontières. Les réponses doivent par conséquent s'inscrire dans une logique de coopération, d'intégration et de solidarité régionale. Et cette dimension transnationale des défis suggère d'ailleurs que nous dépassons le prisme uniquement Sahel dans nos démarches d'intervention. Sur la question sécuritaire, par exemple, on voit mal comment un pays comme le Niger, le Bénin ou le Ghana peut se sentir en sécurité, débarrassé de la menace djihadiste, alors que si un pays comme le Burkina ou le Mali ne l'est pas. Cette réalité suggère que la coopération régionale doit incontestablement servir de boussole pour l'action et surtout le soutien des partenaires aux efforts de la région. Voici, Francesca, quelques éléments de réflexion au regard des questions qui m'ont été posées et qui s'appuient notamment sur pas mal d'évidences qui ont été générées à travers les travaux du club. Et pour ceux qui souhaitent avoir de plus en plus d'informations, j'ai mis ici quelques références, quelques liens, et à partir desquels ils peuvent accéder en tout cas à une documentation beaucoup plus fournie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Zoundi. Je voudrais tout d'abord, avant d'ouvrir le panel à tous les participants, je voudrais rappeler que les participants peuvent formuler leurs questions sur la chat je vais lire les questions au fur et à mesure. Alors, on a un tout petit quart d'heure pour les questions. Avant de ramasser les questions des participants à ce webinaire, j'en profite de mon rôle de chair pour poser une question à Madame Derré, à Monsieur Zoundi et à Monsieur Ba. Alors, à Madame Derré, comme tout en restant, disons, dans une perspective progressive, et afin d'essayer de formuler des recommandations constructives. Je voulais retourner sur votre point lorsque vous avez parlé du Niger. Alors, on a vu que l'Union européenne, après la crise qui s'est instaurée au Mali, donc après les coups d'État au Mali, elle s'est, comme vous l'avez expliqué, concentrée surtout sur le Niger, avec un partenariat qui semblait de succès. Cependant, même au Niger, il y a eu un coup d'État. Et cela s'est passé, disons, quelques mois après, mais même quelques semaines après que des décisions au sein de l'Union européenne avaient été prises pour renforcer la coopération avec le gouvernement du Niger. Je voudrais vous demander, donc, selon vous, qu'est-ce qui
a échoué d'un point de vue de l'Union européenne? Est-ce que l'analyse des conflits régionaux, des dynamiques, qu'est-ce qui n'a pas été encore compris et comment les pays de l'Union européenne, au-delà de la France, pourraient contribuer à d'améliorer la compréhension du contexte actuel afin de rendre l'Union européenne plus effective dans la région? Après, je voudrais demander soit à M. Zoundi et à M. Ba, ils ont tous les deux évoqué la question régionale. En retournant à ce qui s'est passé au Niger, on a vu que la réponse des organisations régionales et en particulier de l'ECOWAS a été une réponse qui, encore aujourd'hui, semblerait avoir des difficultés d'avoir une direction parce qu'on est passé de la possibilité d'une intervention militaire à une intervention diplomatique. Cependant, des sanctions ont été mises presque immédiatement sur le Niger. Avec l'expérience du Mali, professeur Ba, et M. Zoundi, pour ce qui concerne les défis humanitaires au Niger, selon vous, quels impacts pourront avoir ces sanctions sur la sécurité humanitaire des populations? Et quelles sont en revanche les réponses qu'une organisation régionale comme l'ECOWAS devrait donner pour améliorer la situation? Merci. Alors, c'est difficile de répondre à cette question dans quelques minutes. D'abord, je vais saluer les amis qui sont dans les panels parce que je les connais depuis longtemps. Merci beaucoup. On se retrouve à Bamako, j'espère, bientôt, et à Ouaga, bientôt encore. Absolument. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais dire que pour ce qui concerne le Niger, c'est un cas vraiment unique parce que, comme je dis, j'avais visité le Niger la dernière fois, la dernière d'une longue liste de visites avec Joseph Borrell au début de juillet. Et dans le passé, le Niger a eu plusieurs coups d'État. Alors, on sait que malheureusement, ça fait partie de la culture politique du pays. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on doit créer des structures institutionnelles et surtout politiques que peut éviter ce type de solution comme la solution à des problèmes internes. Et je suis convaincue, parce que j'espère de connaître un peu le pays, que la question est vraiment une question interne, mais est devenue vraiment grave en considérant que malheureusement, on a dû prendre des mesures contre le coup d'État. Alors, le coup d'État peut-être était quelque chose, comme on peut dire, que pourrait être un peu faible, mais notre réaction qui est naturelle, et c'est une réaction obligatoire, surtout pour soutenir l'ECOWAS, a transformé ça dans une crise vraiment énorme, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan régional et je voudrais dire sur le plan continental. Parce que, comme je dis, la crise du Niger a impliqué l'Union africaine, impliqué tous les acteurs africains, la position de plusieurs pays dans l'Afrique et aussi sur le plan global, parce qu'on peut dire que, par exemple, les États-Unis sont particulièrement impliqués, se sont particulièrement impliqués, on fait des actions politiques très fortes. La même chose, on peut dire pour les pays affinitaires de l'Union européenne, comme par exemple le Royaume-Uni et autres. Alors, la question est que le coup d'État fait partie de la culture politique. C'est ça qu'on doit changer. Et c'est pour ça que les amis de Bamako et de Ouaga ont souligné la nécessité d'insister sur la question de la gouvernance. Et j'ai particulièrement apprécié la phrase qu'a dit notre ami de Ouaga quand il a dit que les décisions politiques doivent respecter la nécessité de la citoyenneté.
on doit être quelque chose qui va avoir un impact direct sur la citoyenneté. Ça, pour moi, est vraiment important et c'est pour ça que l'Union européenne est particulièrement engagée sur le plan de la gouvernance. Comme je dis, nous avons appliqué les sanctions. Nous avons décidé, bien sûr, de suivre les actions politiques de la CEDEAO. Je dois dire aussi que la CEDEAO est vraiment convaincue de devoir continuer sur la route de la diplomatie, bien sûr, en conservant l'option de l'intervention militaire comme l'ultima ratio que peut constituer vraiment une question très grave sur laquelle vraiment personne ne veut pas réfléchir pour le moment. Mais en même temps, l'Union européenne insiste sur la nécessité de renforcer les structures de gouvernance. Et je dois dire que le président Bazoum avait commencé un système de réforme qu'il appelait la Renaissance. Je connais le président très bien, on a discuté vraiment fréquemment cette question. Il avait concentré cette stratégie sur deux points en particulier, l'éducation. Et plusieurs panélistes ont fait référence à la nécessité d'insister sur l'éducation, bien sûr, surtout parce que les terroristes aussi ont détruit centaines, milliers d'écoles et la situation est vraiment grave sur le plan de l'éducation. Et l'autre chose est bien sûr la sécurité, la réforme de l'appareil militaire et assurer qu'il y a une réponse contre le terrorisme vraiment efficace. C'était la stratégie du président Bazoum. C'est pour ça aussi que nous avons considéré le coup d'État comme quelque chose de vraiment horrible sur le plan de l'avoir arrêté, un système qui avait pris un rythme très intéressant et soutenu bien sûr par nous, les acteurs internationaux. Alors, sur ce plan, je peux dire que pour ce qui concerne l'Union européenne, on va continuer à garantir l'aide humanitaire en espérant que bientôt il y aura un type de solution que peut reconstituer l'ordre constitutionnel. Aussi pour arrêter la manipulation de l'opinion publique, parce que les amis de Bamako et de Ouaga le savent bien. Il y a un système de manipulation dans ce moment qui est vraiment quelque chose qui va avoir un effet négatif surtout sur la population. Et ça, c'est encore plus grave, pas sur les leaders, parce que les leaders sont malheureusement très distants de la population pour moi dans ce moment. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à les questions. Et pour ce moment, merci beaucoup. Il y aura beaucoup à dire encore. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Alors, j'en profite parce qu'on est en train de terminer le temps que l'on a à disposition pour vous faire une question qui vient, une ou deux questions qui viennent du panel avant de donner la parole à M. Ba et à M. Zoundi. Deux questions me semblent pertinentes. Une, elle parle de la vidéo du Premier ministre italien Giorgia Meloni qui, pendant un discours en 2018 en Italie, elle a critiqué le franc CFA et en ce contexte, la France. La question, et c'est une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux au Sahel, en Afrique de l'Ouest, et j'ai vu aussi au Kenya. La question est la suivante. Est-ce que vous pensez que un manque de cohésion parmi les pays européens affecte évidemment l'action de l'Union européenne en Afrique et qu'est-ce qui peut être fait afin de rendre l'action des partenaires européens plus cohésive. La deuxième question, c'est celle de la migration. Un des participants dit que le big elephant in the room, c'est la migration. Comment l'Union européenne peut être bien perçue dans la région du Sahel si les problèmes migratoires continuent à exister et surtout le nombre de décès dans la Méditerranée continue à augmenter de manière régulière.
Merci. Alors, merci. La première question sur l'Union européenne et la cohésion dans l'Union européenne. Je veux dire que l'Union européenne parle avec une seule voix. Et bien sûr, il y a des discussions qui sont une richesse pour l'Union européenne parce que nous sommes 27, 27 pays membres qui discutent, que parlent, ont une attitude d'ouverture énorme sur les problèmes qui sont concernés en profondeur, par exemple par les Sahel. Je dois prendre un avion dans quelques minutes parce que je vais à Bruxelles, je retourne à Bruxelles, j'ai dû annuler ma mission en Pologne parce que demain il y aura une grande occasion de discussion sur les Sahel dans le comité de politique et sécurité. Alors, ce sera une discussion comme toujours très ouverte et à la fin on adoptera des conclusions qui vont démontrer la convergence de notre attitude. Bien sûr, il y a de perspectives différentes pour plusieurs raisons. De le Danemark à l'Estonie, à la République tchèque, les pays de l'Union européenne ont des perspectives différentes. Mais si je veux partager quelque chose, par exemple, la République tchèque pourrait sembler vraiment distant du Sahel. Et non, la République tchèque est un des pays qui est plus impliqué dans les Sahel. Et ils ont vraiment décidé de participer, d'être présents pour bien sûr, être des acteurs fondamentaux pour contrer la question du terrorisme, par exemple. Alors, quand on parle de l'Union européenne, on parle d'une seule voix. Pour ce qui concerne les vidéos de Madame Meloni, c'est une stratégie de la part de notre ennemi, je dois dire malheureusement utiliser ce mot d'ennemi, qui veut nous diviser parce que la force qui manque, par exemple, à la Russie, à Wagner et à cet acteur qui sont vraiment faibles, il la trouve dans l'ambition de diviser notre cohésion dans l'Union européenne. Mais vraiment, il ne peut pas vaincre parce que nous sommes unis. Comme je dis, bien sûr, il y a des différences. Bien sûr, il y a des discussions. Bien sûr, il y a quelquefois, par exemple, la nécessité de travailler pour trouver une harmonie complète parce que nous sommes 27 avec des intérêts différents. Mais à la fin, on parle avec une seule voix. Et on l'a démontré beaucoup parce que quand on va prendre des décisions, par exemple, sur la position vers le Niger dans le cas du coup d'État, on a démontré que nous sommes unis. Nous sommes unis avec nos discussions. Et je le sais très bien parce que je représente 27 pays de l'Union européenne. Mais on parle avec une seule voix. Pour être bref sur l'autre question de la migration, on est conscient. La question de la migration est vraiment importante. Je dois dire, et je répète toujours, parce que je parle de ça tout le temps, que la question est particulièrement grave pour les pays du Sahel, parce que les mouvements migratoires sont plus consistants sud-sud que sud-nord. Mais par exemple, je dois dire que notre intérêt pour la question migratoire est bien sûr pour mettre fin aux décès dans la Méditerranée et dans les déserts. Par exemple, j'ai visité plusieurs fois le centre d'Agadez ou dans les déserts du Niger où il y a, par exemple, l'Organisation mondiale de migration qui s'occupe de récupérer les jeunes qui sont les victimes des trafics illicites d'êtres humains, financés par l'Union européenne, par exemple. En même temps, je dois dire que notre attention vers les problèmes est énorme sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux. Par exemple, le Niger était particulièrement virtueuse parce que le Niger était le premier, sinon le second premier, à accepter la formule toute italienne de couloir humanitaire, qui était une formule pour moi vraiment virtueuse. Je
je l'ai promu beaucoup quand j'étais vice-ministre parce que je pense que donner l'opportunité à des familles d'aller en Europe avec un projet de vie protégé par l'État et en collaborant avec les institutions locales du Niger, les institutions du pays d'accueil comme l'Italie et aussi la société civile, pour moi, c'était une formule extraordinaire. Alors, on est conscient, ça a un poids important, surtout pour certains pays. On doit le considérer un problème structurel pour lequel on doit trouver des solutions. Bien sûr, dans ce moment, par exemple, on a un problème énorme parce que la question a été arrêtée par les coups d'État, mais j'ai parlé récemment avec le président de la Mauritanie, qui est un homme très charismatique, très impliqué dans toutes les questions de la région aussi, et il m'a dit qu'ils ont aussi un problème d'immigration de la Mauritanie vers à travers le Maroc, la route qui va vers l'Espagne. Il aussi veut être aidé, il aussi veut contribuer. C'est un problème sur lequel on doit réfléchir tout ensemble. Pas d'idéologie, hein? Pas d'idéologie, pas de manipulation idéologique, parce que pour moi, l'idéologie et la manipulation idéologique du problème migratoire est la mauvaise manière d'approcher les problèmes, parce qu'on a besoin d'être rationnel, de comprendre que c'est un problème structurel, on a besoin de tout le monde pour trouver des solutions, surtout de la collaboration des pays du Sahel qui sont affectés beaucoup par ce problème. Ils font face à des problèmes énormes et ils ont besoin de notre aide aussi pour aider les réfugiés, les migrants qui passent par leur pays et plusieurs fois ils s'arrêtent là parce que la plus grande part des migrants s'arrêtent dans les pays du Sahel. Merci, j'espère que j'ai essayé de faire une synthèse, mais ce sont des problèmes énormes. Vous devez organiser notre séminaire sur ça. On va sûrement le faire. Et alors, on sera 10 minutes en retard, je m'excuse beaucoup, mais comme vous voyez, la participation a été très vive. Il y a beaucoup de questions. Donc, avant de donner la parole à mon collègue Andrew, je voudrais remercier tout le monde vraiment pour cette participation et donner surtout la parole à M. Ba et à M. Zoundi pour des petites remarques. Je m'excuse pour vraiment le peu de temps que l'on a, que vous voudriez faire et surtout si vous voulez répondre à cette question qui concerne les sanctions. Merci beaucoup. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. D'accord, très rapidement, j'ai vu le temps qui nous reste. Bon, merci beaucoup à Emmanuel Dellery pour cette contribution. Et ce que moi je voudrais dire en termes de conclusion, je voudrais demander à Francesca de réfléchir sur le concept de guerre informationnelle. Si vraiment il y a un débat à faire, je te demande, en tout cas je te suggère, et avec toute l'équipe qui est là, je ne sais pas s'ils sont d'accord avec moi, que la question de la guerre informationnelle est au cœur aujourd'hui de la stabilité du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et il faudrait voir les contours de cette guerre informationnelle. Et je vous assure, sur la base de mes études, j'ai découvert que la Russie, à travers sa milice paramilitaire Wagner, a engagé ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Et cette guerre informationnelle, elle prend corps en Libye, en Centrafrique, au Mali, au Burkina et maintenant elle est en train de se diriger vers le Niger. Donc à ce titre, cette guerre informationnelle, elle est idéologique, elle est civilisationnelle, c'est-à-dire que l'État-civilisation, elle est basée aussi sur la vision du néocolonialisme qu'on donne aujourd'hui à la France et surtout à une approche de vouloir amener les États africains et à vouloir s'émanciper. Donc, il faudrait quand même réfléchir sur ce concept et réfléchir aussi sur le concept de guerre contre-insurrectionnelle. J'ai employé ces mots, ça semble des mots techniques, mais moi j'ai lu 3 personnes. J'ai lu David Galula, qui est un général français qui est très connu aux États-Unis, qui a écrit la guerre contre-institutionnelle. J'ai lu aussi le général Roger Trinquant, La guerre moderne, et tout récemment, je suis en train de lire Jacques Hogar et sur la stratégie de la contre-insurrection. Donc, à ce titre, aujourd'hui, la France a des problèmes.
pour analyser le lien entre les stratégies militaires et les stratégies politiques. Donc, ils ont analysé, ils ont compris que si c'est à refaire au Sahel, il y a à revoir cette stratégie contre-insurrectionnelle, en passant de Serval à Barkhane. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième et dernier point, Francisco, si vous analysez cette guerre informationnelle, il faudrait aussi voir la question de la gouvernance. Aujourd'hui, les militaires dans les pays où il y a des coups d'État pensent qu'il faut un lien entre la gouvernance et la sécurité. Et là-dessus, là où ils se trompent, c'est que les militaires n'ont jamais été des bons gouvernants, en tout cas dans nos pays africains. C'est des gens qui veulent gérer autrement, mais ils répètent toujours les mêmes erreurs qui ont été commises par les politiques. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Un, revoir la stratégie de la guerre informationnelle, réfléchir ça sur un débat, avec tous les contours, revoir la stratégie de la guerre contre-insurrectionnelle au Sahel, et troisièmement, revoir la question de la gouvernance à la lumière des nouvelles transitions politiques et des coups d'État pour voir émerger une gouvernance où les sociétés civiles ont un rôle important, où les légitimités traditionnelles aussi ont un rôle important dans une Afrique émergente. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Ba. Monsieur Zoundi, à vous. Ok, un seul élément, Francesca, merci beaucoup. Juste pour dire que par rapport à votre question, ce qui se passe actuellement ne fait que ébranler davantage les fondations de l'intégration régionale. Voilà. Ce qu'on a mis, on a mis une quarantaine d'années pour construire, risque de s'effriter davantage. Et avec des questions qui se posent. Comment amener les gens, les pays à coopérer face à des défis régionaux tels que les crises sécuritaires, les crises alimentaires, etc., dans un tel contexte où il est difficile vraiment pour l'instant de remettre certains pays ensemble autour de la table. Donc, il y aura des implications. Cela veut dire encore que ça donne l'ampleur de l'investissement que nous devons tous consentir et pour soutenir ce long chemin vers l'intégration régionale. C'est très long. Donc, ce qui se passe vraiment nous préoccupe tous parce que pourtant, j'ai donné l'exemple, si les gens ne sont pas unis, on ne peut pas faire face à ces défis régionaux. Donc, malheureusement, c'est ébranlé davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Zoundi. Merci à tous. Je donne la parole à mon collègue Andrew pour les conclusions. Au revoir à tous. Merci. Thank you, Francesca. I'll be very short, 1 minute. I'll just continue with the tradition. We had an introduction in English, so I'll finish in English as well. My thank you goes to everyone from the Partnership Consortium who contributed to today's webinar. I would like to thank all our distinguished experts and guests today, our audience, and I would like to emphasize that we did not manage to answer all the questions, but rest assured that everything that you have asked, we will take on board, we will discuss, and we will implement in other steps. You can feel, I think, the commitment that we have today, that everyone is very involved and wants to build the sustainable partnership with African partners. And I hope that also for everyone who thinks or perceives that Africa is somehow not receiving the attention because the Europe is focused on other issues, I think today's meetings that we run over time, but also the emotions and the commitment that you have seen from all the speakers, it simply confirms that Africa is always in the center of how EU looks at the world. And my last words would be that if you're interested to follow in more detail on what Francesca wrote in terms of an analysis, in the chat we added a link to, where you can download the first policy study. And as mentioned at the beginning, there will be 2 more where we will also target at the last one policy recommendations and the way forward for the EU. So thank you once again, and also appreciation for everyone who stayed for so long. We had also quite a large audience, which for me is a great indication of the interest and commitment for all of us to look at the Sahel, but also at the African continent. Thank you.